La session d'aujourd'hui va porter sur le Journal Citation Reports et pour être plus précis sur la dernière version. Donc il y a eu une mise à jour des rapports de citation au niveau des journaux indexés dans le Web of Science qui a été effectuée le mois dernier. Pour être plus précis, c'était le 18 juin. Donc on va parler de ce qui se passe, de ce qui s'est passé avec cette nouvelle version. Et quand on parle de 2025 release, donc c'est la mise à jour, mais ça correspond aux données de 2024. D'accord. Donc pour éviter les confusions là-dessus. Maintenant, les dernières données qu'on va voir dans le Journal Citation Reports ou JCR, ou JCR, c'est les données de 2024 qui sont publiées en 2025. Ok. Alors l'agenda est le suivant. On va commencer par faire une présentation générale du JCR avec un point important qui correspond à l'intégrité de la recherche. Comment on soutient l'intégrité de la recherche. Je vais parler de quelques points importants pour remettre les choses dans le contexte. Ensuite, je vais couvrir, expliquer et décrire les changements qui ont eu lieu avec cette nouvelle version. Donc, qu'est-ce qu'on a de nouveau, quoi de neuf dans cette version. Ensuite, on va parler d'intégration des données. Vous allez voir que les données du JCR ou JCR sont disponibles dans d'autres systèmes. Je vais parler de systèmes-là, de ces systèmes, et on aura du temps pour vos questions auxquelles je tenterai de répondre. Alors, cette année, 2025, c'est les 50 ans du JCR. La première version, c'était en 1975. Je fais un petit rappel ici de l'historique du JCR. C'est pas un outil nouveau, hein, c'est un outil qui a 50 ans maintenant. 1975, c'est l'année qui marque la première année du JCR. On introduit le JCR, mais aussi le facteur d'impact, donc c'était un nouvel indicateur à ce moment-là, avec les données de 1974. Et ces données étaient calculées sur un indice qui s'appelait SCI à l'époque, donc Science Citation Index, qui est devenu ensuite Science Citation Index Expanded. Donc c'était une expansion de cette base de données. Bon, je ne vais pas faire toutes les années, il y a des années importantes. Ici, bon, il y a une évolution. 78, on introduit, on présente la même chose pour les journaux en sciences sociales. Arts Humanities, donc pour les sciences artistiques, sciences humaines, et aussi les journaux Emerging Source Citation Index, facteur d'impact a été calculé la première fois en 2023. Il y a ici en termes si je devais faire l'historique très rapidement, il y a en fait des changements en termes de support. Par exemple, à l'époque, c'était sur des microfiches. Ensuite, ça passait sur un format CD-ROM et ensuite sur un format web, c'est-à-dire sous la forme d'un site internet. Et c'est la forme actuelle du Journal Citation Reports. Ensuite, il y a des années où il y a des nouveaux indicateurs qui sont présentés. Par exemple, Cited Half-Life. Donc ça, c'est un indicateur assez ancien. En 2008, facteur d'impact sur 5 ans. Donc, un facteur d'impact, la formule, on en parlera tout à l'heure, qui couvre une période donnée. Donc là, on va avoir un facteur d'impact, formule similaire, mais sur 5 ans. Okay. Ensuite, on a intégré JCR à la plateforme Insights pour ceux d'entre vous qui êtes familiers avec la plateforme Insights. On a les données de JCR et JCR fait partie de la plateforme Insights d'ailleurs. Ensuite, il y a une expansion de contenu aussi en 2017. Donc, on avait 236 catégories. Maintenant, on en a 254. On a eu des améliorations de profils, des profils beaucoup plus complets au niveau des données des journaux, des données au niveau de l'accès ouvert. Mais en fait, quand on va regarder ici, donc on a une unification, une uniformisation des profils selon les bases de données, mais aussi un classement unifié. Et en 2025, ce qu'on a introduit, c'est le changement majeur, c'est les données relatives aux rétractions. Donc, on va en parler tout à l'heure. Retractions ou rétractions.
Le point important, je pense que s'il y a quelque chose qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que on a de plus en plus de journaux, de revues scientifiques, à peu près 48 000, je dirais 50 000 journaux scientifiques publiés dans le monde. Le problème, c'est que ça devient de plus en plus difficile d'évaluer, d'avoir une bonne idée du profil de ces journaux. Donc les questions qui se posent à différents niveaux, ça c'est un chiffre d'un rapport de STM en 2022, maintenant c'est plutôt 50 000 rapports 2020 avec le lien vers ce rapport. Les questions qui se posent, c'est comment est-ce qu'on fait pour trouver des cohérentes avec vos valeurs de recherche. Donc c'est de plus en plus difficile pour les chercheurs de déterminer quelles sont les revues qui sont les mieux adaptées à leurs manuscrits, les manuscrits qu'ils souhaitent publier. Comment on fait pour s'assurer que les collections, donc ça c'est plus pour les bibliothécaires, les documentalistes, comment on fait pour s'assurer que quand on s'abonne à des journaux, ben, c'est des journaux de qualité. D'accord? Et ensuite, ces données-là sont précieuses parce qu'on on peut faire pas mal d'analyses et à partir de ces analyses-là, on peut prendre des décisions. C'est le troisième point ici, comment on fait pour prendre des décisions fondées sur des données. On ne prend pas des décisions au hasard. Si on veut élaborer une stratégie, sur quoi est-ce qu'on se base. Et j'ai envie de dire que ça, c'est pas quelque chose qu'on fait qu'au niveau de la présidence d'une université, par exemple, de management d'une université. J'ai envie de dire, on peut le faire au niveau d'un chercheur, bien sûr, le chercheur lui-même peut faire ça, ou au niveau du département, d'un labo, et ainsi de suite. Il y a une analyse qui a été faite récemment, qui a été publiée par Nature en décembre 2023. Et on regarde ici le nombre de ce qu'on appelle les retractions. En gros, ici, le number of retractions par année. En orange, c'est retractions pour les articles de journaux. Et en bleu, c'est pour les conférences. Ce qu'on voit, c'est que bon, c'est comme ça qu'ils appellent ce graphique. En 2023, il y a eu un boom, surtout pour les articles de journaux. On a dépassé la barre des 10 000 et c'était essentiellement dû à un nombre important de ce qu'on appelle les retractions. Plus de 8 000 d'un éditeur en question. Ici, c'est Hindawi. Okay, donc les rétractations, qu'est-ce que c'est? C'est typiquement un type de publication. Donc c'est un article qui est publié, mais qui présente certains types de problèmes. Alors ça peut être de la fraude, ça peut être manipulation de données, manipulation d'images, ça peut être du plagiat. Il y a plein de raisons pour lesquelles un article peut être retiré d'une publication. D'accord? Le problème important ici, c'est que les rétractations augmentent et se produisent à un rythme beaucoup plus rapide. On va constater qu'il y a de plus en plus de publications, surtout je pense avec l'intelligence artificielle, je pense pas que ça va arranger les choses. Ici, ce que je veux dire, c'est que bah, il y a une menace, il y a une menace sur l'intégrité de la recherche et surtout au niveau de la confiance que le public accorde à la recherche scientifique. Et donc, ça peut susciter la méfiance du public envers la recherche. Ça peut avoir un impact négatif sur les travaux de recherche futurs. Ça nuit à la réputation des auteurs, des institutions, des revues, des pays, et ainsi de suite. Le point c'est qu'il faut, ça représente un gaspillage aussi. Enfin, tout le monde sait ici, pour ceux d'entre vous qui ont déjà publié, le temps qu'il faut pour faire une étude. Déjà, je parle juste de l'expérimentation, collecte des données, etc. Ensuite, le temps qu'il faut pour rédiger un manuscrit. Le temps qu'il faut pour publier un article. Ce temps, quand on cumule ces différentes étapes du processus de recherche scientifique, bah, si en fin de compte, on a des rétractations, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir un gaspillage important de ressources. Surtout, je parle, j'ai envie de dire, à ceux que ce soit les ressources d'une entreprise, si on est affilié à une entreprise qui fait de la recherche,
ou une université publique, où là on reçoit des fonds publics, bah, c'est l'argent public, c'est l'argent des impôts, des taxes, etc. Et je vais essayer d'expliquer. Bon, l'objectif, c'est on va parler du Journal Citation Reports, mais avant de parler du JCR, ce que j'ai envie de faire, c'est essayer d'expliquer un petit peu ce qui se passe dans le monde de la publication. Et il y a pas mal de pratiques douteuses. D'accord? Alors, juste rapidement, est-ce que vous m'entendez bien dans le chat? Si vous pouviez me confirmer si le son est correct. Est-ce que vous m'entendez correctement? Ok, merci Amina, Ouda, Sylvie, parfait. Ok, pour ceux d'entre vous qui ont des problèmes de son, essayez d'avoir la meilleure connexion possible euh, et potentiellement fermer les autres applications si elles ne sont pas nécessaires. Merci. Ok, alors, vous avez compris, on a pas mal de données et ce qu'on constate, c'est que, bon, c'est pas nouveau, on a des utilisations abusives de bibliométrie et ça peut entraîner des comportements frauduleux. Alors, je vais expliquer certains comportements ici parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde et je pense que ça met les choses dans le contexte, dans leur contexte. Il y a un premier type de comportement qu'on appelle le découpage de salami. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait, on va étudier, on va faire des expérimentations, on va collecter des données, mais on se dit tellement on a plein de données, mais c'est la même étude, hein. On a plein de données. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va un petit peu saucissonner. En gros, on va répartir les données d'une même étude entre plusieurs articles. D'accord? Donc ça, c'est clairement quelque chose qu'il faut éviter. Faut pas faire ça dans le sens où on a fait une étude, on a plein de données, c'est une étude indépendante. Si après quelques années, finalement, on reprend et on a un autre protocole, etc., donc là, c'est une autre étude. Si c'est la même étude, les mêmes données, on ne découpe pas les données pour en faire plusieurs études. L'idée ici, c'est que quand vous regardez, je vais vous expliquer un petit peu, c'est pour ça que je parle d'utilisation abusée de la bibliométrie. Ici, vous allez voir qu'il y a deux types d'indicateurs que certaines parties impliquées dans la recherche essayent de manipuler. Le nombre de publications. Donc, j'ai plein de données, je les découpe pour en faire plusieurs publications. Comme ça, je vais avoir potentiellement une promotion plus rapide, des bonus, etc. Et on a les citations, manipulation des citations pour avoir plus d'impact. Donc, en gros, vous allez voir ici, je vais vous expliquer. Euh, En gros, ici, on a deux gros éléments, publier plus et être cité plus. Et il y a d'autres enjeux aussi. C'est ici, il y a des enjeux financiers. C'est comment faire de l'argent sur le dos des chercheurs. Donc, je vais expliquer ça dans un instant. On a l'autocitation inappropriée. Le mot-clé ici, c'est inapproprié. L'autocitation, c'est quelque chose de naturel, hein. Je travaille sur un sujet. Si moi, j'ai une expertise, j'ai développé une expertise au fil du temps et je fais une autre étude et je reprends, je cite certains de mes travaux passés, pas de problème. Mais le problème, c'est quand on commence à faire des autocitations, c'est-à-dire des autocitations pour gonfler le nombre de citations. Quand on parle d'autocitation, on a tendance à penser que c'est que les autocitations au niveau de l'auteur. Mais on a des autocitations au niveau d'une université. C'est quoi une autocitation au niveau de l'université? C'est que moi, je publie un article et pour faire plaisir à mon ami du même labo ou même du même département ou de la même université, je vais citer. Donc ça, au niveau de l'université, c'est compté comme, je vais citer un collègue, c'est une autocitation pour l'université. Quelqu'un de l'université cite quelqu'un d'autre, potentiellement la même personne. Donc là, c'est une autocitation au niveau de l'auteur, mais aussi une autocitation pour l'université. Et on a la même chose au niveau des journaux. Donc au niveau des revues, je publie un article dans une revue ABC, je sais pas moi par exemple Science, et je cite un autre
papier publié dans Science, pour Science, c'est une autocitation. On a 2 papiers publiés dans Science qui se citent, d'accord? Ou il y en a un qui cite l'autre. Au moins une autocitation. Donc ça, c'est au niveau du journal. On a la même chose au niveau des pays et ainsi de suite. Ensuite, on a, donc ça, c'est une autocitation, c'est quand une entité cite elle-même. Si cette entité, ça peut être un chercheur qui se cite lui-même, quelqu'un de l'université qui cite un autre chercheur de l'université, quelqu'un qui a publié dans un journal qui publie un autre auteur qui publie dans le même journal. Mais aussi, on a ce qu'on appelle les cercles de citation. Les cercles de citation, c'est un peu plus, vicieux dans le sens où on va avoir un peu comme des cartels, un peu comme des groupes. Tu as des groupes de citations. Je te cite, tu cites l'autre collègue qui lui va me citer. Ok. Donc on a un cercle fermé d'entités qui vont se citer et échanger, faire un échange de citations. Ok. Ensuite, on a la citation coercitive. C'est quoi coercitive? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, on a cité sous une certaine pression. En gros, on a cité parce qu'on vous a demandé de citer. Et ça arrive pas mal. Ça peut arriver quand vous soumettez un manuscrit à un journal et vous avez un éditeur un peu bizarre, un peu étrange, ou même des examinateurs, les pairs qui vont évaluer le comité d'expérience. Elles ont pu vous échapper et les suggérer. L'examinateur, il a raison, dans le sens où effectivement cette référence qui est suggérée par que ce soit l'éditeur ou que ce soit le comité de lecture, ben, il y a du sens. C'est-à-dire qu'on peut effectivement citer cette publication parce qu'elle est importante et ça fait sens. D'accord? Mais des fois, bah, vous allez subir une pression où le comité de lecture va vous dire bah, ça serait bien de citer ça, etc., etc., alors que les références n'ont aucun sens, il n'y a aucun lien avec votre article. D'ailleurs, ça me fait penser, je vais vous montrer un exemple que j'ai en tête ici. Vous avez peut-être déjà vu ça. Ça a été partagé sur un site qui s'appelle Retraction Watch. Je vous conseille de regarder d'ailleurs. Et ils ont regardé, donc ils ont appelé ça une blague, dans le sens où c'était une publication avec des citations complètement qui n'étaient pas du tout pertinentes. Et les auteurs se sont amusés à dire, comme ça a été demandé fortement par le comité de lecture, par les reviewers, les pairs, nous avons cité certaines références de 35 à 47. Ça fait 9 références, bien qu'elles soient complètement, enfin, zéro niveau de pertinence avec notre travail. Ça fait un petit scandale, c'est assez récent. Et en fait, quand on lit l'article, on se rend compte qu'il y a 13 des références qui incluent ce même auteur. On a envie de se dire, ah, peut-être que celui qui a fait l'examen de ce manuscrit, bah, potentiellement c'est lui, et quelqu'un qui a le même nom de famille. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un de la même famille ou un homonyme. Ben ça, clairement, ça a été retiré, d'accord. Et il y a un auteur qui dit, oui, il y a quelques examinateurs qui font partie des comités de lecture, et les auteurs souffrent de ce type de procédé. Donc ça, c'est une pression qui est exercée au niveau des auteurs, il faut en être conscient. Alors, depuis, donc ça, c'est un journal publié par Elsevier. L'article, il a été retiré et ils ont été, donc les auteurs ont ensuite resoumis leur publication à la même revue. Mais voilà, pour vous dire comment certaines choses de ce genre peuvent avoir lieu en termes de publication. D'accord? Donc là, il y a une pression qui est exercée pour que la personne qui vous a dit de citer reçoive plus de citations. D'accord? Le fameux Sergei, vous imaginez 13 références, 13 citations, une seule publication. Ici, il fait ça sur d'autres manuscrits, bah, ça fait pas mal de citations. Ensuite, là, c'est quelque chose qui est plus du point de vue financier. Donc ça, c'est un marché de citations. Qu'est-ce qu'on fait? On va réunir les gens qui sont prêts à payer
qui sont prêtes à citer pour paiement avec les parties qui sont prêtes à payer pour les citations. Ok. Donc, tu me payes, la prochaine fois, j'ai un manuscrit qui est prêt à être publié. Si tu me payes, je vais ajouter une de tes publications, comme ça, tu as acheté une citation. Ok. Ensuite, on a les usines de papier, on appelle ça paper mills en anglais. Là, c'est plus la production et la vente de manuscrits fabriqués. Ici, on veut fournir des fausses évaluations par des pairs aussi. Des plateformes pour fabriquer des publications, des manuscrits. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut garder en tête. On pourrait se dire, ah, mais bah, je vais rentrer dans ce jeu, mais après, le jour où il y a quelque chose qui se passe en termes de réputation, bah, c'est très compliqué, d'un point de vue carrière et même d'un point de vue réputation personnelle. Ensuite, on a les éditeurs prédateurs. Ça, moi, je pense que j'ai eu beaucoup de ce genre de sollicitations. J'ai plein d'exemples à mentionner ici. En gros, à partir du moment où vous avez un article et vous avez votre adresse mail ou même une pré-publication sur un serveur comme archive.org ou arxiv.org, vous allez être sollicité. Il y a des éditeurs prédateurs qui vont vous inviter, vont dire, ah, on a vu votre manuscrit, il est magnifique, il est top, on l'a déjà validé. Vous avez rien demandé, hein, mais eux, ils ont déjà fait l'évaluation, super rapide. On vous promet une publication rapide en échange d'une facture, bien sûr, de quelques centaines d'euros, de dollars. Et des fois, il n'y a même pas de supervision éditoriale. On va vous contacter par email, WhatsApp, etc. Donc, à éviter. On a aussi quelque chose qui est assez nouveau, c'est les journaux piratés. Je vais vous montrer un exemple. Je pense que ça sera plus clair. J'avais posté sur ce sujet-là il n'y a pas longtemps, enfin il y a quelques mois quand même. C'est un scam, en fait, c'est une arnaque. Faut faire attention. Je l'avais posté sur LinkedIn. Je vais partager avec vous le lien, comme ça vous pourrez regarder ça à tête reposée. Mais très rapidement, en fait, c'est un piratage de site. Euh, pour ceux d'entre vous qui ont déjà publié, Springer, ça ressemble à ça. Les sites de journaux Springer, c'est vraiment ça. Il y a le logo, Find a Journal, etc., moteur de recherche et tout ça. Mais quand on regarde de plus près, on se rend compte que c'est springer.uk.com, alors que le vrai domaine, c'est springer.com, peu importe le journal. Donc ça, c'est le vrai domaine. Ça, c'est un site pirate. C'est une copie du journal. On va trouver la SSN, des PDF et tout. Vraiment un site propre. Il a été bien fait. Mais c'est un faux site. C'est un site pirate. Alors, ça, c'est pour Springer. Et il y en a un exemple aussi pour Science Direct, pour ceux d'entre vous qui utilisent Science Direct. Bah, ici, c'est sciencedirect avec un s.com au lieu de sciencedirect.com. Donc ça, c'est un autre scam, un autre type d'arnaque. Vous avez vu, hein, les sites on fait du bon boulot, hein, quand même, hein. C'est une vraie copie. Si on fait pas attention. Donc là, vous pourriez vous dire, par exemple, je sais pas moi, comment il s'appelle ce journal? Language Sciences. Vous recevez une invitation et on vous flatte un petit peu, Language Sciences. On vous envoie ce lien. Vous cliquez dessus. OK. Vous pouvez même créer un compte, hein. C'est propre, s'inscrire et tout ça. Et au final, on se rend compte que ça, c'est une copie du vrai journal scientifique qui s'appelle Language Sciences. OK. Voilà, donc quelques et bon, dernier point, dernier comportement frauduleux, c'est le marché d'auteur. Donc là, c'est vraiment le marché. Alors je vous déconseille, mais ça existe. Si on cherche un petit peu, il y en a partout, hein. Facebook, des groupes WhatsApp, Twitter, il y en a vraiment partout. X, pardon, maintenant. Je prépare un manuscrit et j'ouvre des places pour un co-auteur, un autre co-auteur.
un deuxième, troisième, quatrième co-auteur. Et vous savez, la place des co-auteurs, il y a dans certains domaines une importance qui est donnée à l'ordre des auteurs. Donc on va dire, voilà, si tu veux être le dernier auteur, ben, il faut payer 500 dollars. Puis une génération de papier, de manuscrits à une vitesse grand V. Voilà, il faut faire attention. Ce qu'on fait chez Clarivate, c'est que nous, on va vraiment, et c'est la logique, la philosophie depuis le départ, c'est d'être sélectif sur les journaux de qualité. Donc c'est ça qui donne naissance à la Core Collection, la collection noyau du Web of Science. Et Clarivate effectue une sélection. Le Clarivate dans le Web of Science, l'objectif, c'est pas de tout indexer. Je pense que Google Scholar fait un très bon travail. Il va capturer tout ce qui bouge sans vérification de qualité, etc. Nous, on va s'intéresser aux journaux de qualité. Ensuite, on peut indexer tous les journaux, mais après, on a l'indexation. C'est les données qu'on va récupérer. Parce qu'on peut avoir une très grande base de données. Je peux vous donner une base de données énorme, mais à partir du moment où on s'intéresse à la qualité des données, on se rend compte que ça va être compliqué de faire des analyses parce que les données ne sont pas du tout structurées. Donc c'est ça qu'on appelle une indexation méticuleuse qui va vous donner une base de données sur laquelle vous pouvez faire des analyses. Ensuite, on a le groupe ISI. Donc c'est nos experts qui vont fournir des mesures, des indicateurs fiables pour que vous puissiez prendre des décisions. Dans le Journal Citation Reports, ça c'est une copie d'écran, dans la dernière édition, on a plus de 22 000 journaux. Vous allez voir, il y a quelques changements majeurs, je vais le présenter dans un instant. Mais en termes d'interface, il n'y a pas de grande révolution pour cette année. Et l'objectif ici, c'est d'évaluer les principales revues dans vos domaines d'intérêt. Ok. Alors j'avance, je reprends les points que j'ai mentionnés tout à l'heure. La sélectivité, la fiabilité des données. Donc la sélectivité, je ne rentre pas dans le détail, mais on a un processus de sélection pour le Web of Science. La fiabilité au niveau des données, il y a quelque chose qu'on analyse au niveau des journaux. J'ai parlé tout à l'heure des signes d'autocitation et de cumul des citations excessifs. Encore une fois, le mot-clé ici, c'est excessif. Les autocitations au niveau d'un journal, il y a rien de méchant, mais le problème, c'est quand ça devient excessif. Ok. La transparence au niveau des indicateurs, donc chaque indicateur est expliqué sur la façon dont il est calculé. Et dans la Master Journal List, je vais vous montrer, c'est quelque chose qui est pas très connu, mais vous avez la possibilité de voir, parce que c'est pas parce qu'un journal est indexé dans le Web of Science aujourd'hui qu'il va le rester pour l'éternité. Alors pourquoi ça ouvre pas? Ok, je vais l'ouvrir comme ça. Dans Master Journal List, si je vais dans Downloads, vous allez voir ici les changements qui ont eu lieu. Alors, il faut être connecté, le compte est gratuit. Donc là, il va me connecter automatiquement. Ok. Je peux télécharger les changements qui ont eu lieu chaque mois. C'est-à-dire que ici, vous allez avoir les changements au mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, les changements qui ont eu lieu en 2023 et les changements qui ont eu lieu en 2024. Vous allez voir par exemple le titre d'un journal a changé ou des journaux ont fusionné ou des journaux ont été supprimés de la base. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est disponible dans Master Journal List. Ensuite, vous allez voir, on a des rapports. Je vous invite à lire des profils publics d'ISI. On parle de profils, pas de metrics. Je suis sûr que vous êtes à l'aise avec des indicateurs comme l'indice H, quoi d'autre, le nombre de publications, le nombre de citations, etc. Depuis plusieurs années, ce qu'on dit, c'est qu'on parle de profil. Quand on parle d'une entité, peu importe l'entité que vous évaluez, ça soit un chercheur, je ne vais pas réduire un chercheur à son nombre de publications. Ça ne fait pas sens. On va parler d'un profil de chercheur. Un chercheur peut être plus actif en termes d'enseignement, en termes d'encadrement de doctorants, en termes de levée de fonds sur les subventions que ce chercheur ou cette chercheur a pu lever. D'accord. Donc,
On parle de profil. Et c'est la même chose pour les journaux. On va pas dire, ah, c'est un journal qui a un facteur d'impact de 10. Ce journal, il a un profil. On parle de profil. Ok. Il y a plein d'autres indicateurs qui sont aussi intéressants. Ensuite, ce rapport qui était un peu plus récent, celui-ci date de 2019, celui-ci en 2023, on parle de la un complément plutôt qu'un remplacement de décision. Décision prise uniquement sur l'examen par les pairs. D'accord, on ne remplace pas l'évaluation par des experts. Okay. On le sait que le facteur d'impact est un indicateur largement utilisé pour évaluer l'influence des revues académiques. Il a des limites. C'est une formule, pour ceux d'entre vous, quand on regarde, c'est une formule d'une moyenne. Une moyenne, ben, ça a ses limites. Okay, on a des indicateurs statistiques beaucoup plus précis. Et en aucun cas, il représente le seul indicateur de qualité. C'est juste un indicateur parmi tant d'autres. Okay. Donc voilà, vous allez voir que les profils dans le Journal Century Report, c'est ce que je veux montrer dans la diapo suivante, permet de visualiser une grande variété d'indicateurs. On fait ça côte à côte afin de mieux comprendre les relations entre chaque statistique, chaque indicateur. Ça, c'est un profil. Et le profil, on ne va pas dire, ah, le journal, il a un facteur d'impact de 4.2. Et voilà la tendance. On s'arrête là. Non, on a, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, vraiment un profil du journal. Alors, ça peut être, je sais pas moi, la distribution des citations, la proportion de publications en accès ouvert, le réseau de citations, quels sont les journaux qui citent ce journal, quels sont les journaux cités par le journal, quelles sont les institutions qui publient le plus dans ce journal, quels sont les pays qui publient le plus dans ce journal, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un panorama. C'est pour ça qu'on parle de profil. D'accord? Encore et encore, je me répète ici, on ne se limite pas qu'aux facteurs d'impact. Okay. Donc là, on a une transparence au niveau des distributions. Donc là, par exemple, je le vois ici, on a plein de reviews, d'accord, plein d'articles, pardon, qui ont été cités plus de 50 fois. Mais on a aussi pas mal de publications qui ont été citées qu'une seule fois. Donc on pourrait se dire, voilà, facteur d'impact, c'est le nombre moyen de citations reçues par un papier dans un journal, mais c'est une moyenne. C'est comme dans une classe qui fait un examen. Il y a une moyenne, ça ne veut pas dire que tout le monde a la moyenne. Il y en a qui ont plus que la moyenne, il y en a qui ont bien moins que la moyenne. Donc c'est vraiment ce qu'on représente ici. Okay. Et vous voyez cette distribution-là, elle n'est pas du tout centrée sur la moyenne, c'est pas une distribution normale, au sens statistique du terme, avec une vraie gaussienne et ainsi de suite. Un rappel sur les formules pour calculer deux indicateurs connus. Facteur d'impact, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va calculer les nombres de citations pour un journal. On va regarder les nombres de publications sur les 2 années précédentes. D'accord? Et on va diviser le nombre de citations par le nombre de papiers. Donc ça, c'est l'ancienne formule. Il y a un changement qui est introduit cette année, je vais en parler. Et on a un autre indicateur qui, lui, est normalisé. Donc ça, c'est une formule, c'est une moyenne brute. C'est comme si je vous disais, par exemple, dans le cas de mes étudiants qui ont un examen, à la fin de l'année, l'étudiant vous dit ma moyenne elle est de 11 sur 20. Est-ce que 11 c'est bien? On n'en sait rien. C'est quoi la matière? C'était quelle année? On n'en a aucune idée. Alors que si
l'étudiant vous dit ma moyenne est de 11, mais la moyenne du groupe, et on a même une moyenne internationale. Imaginez que tous les étudiants du monde, au niveau du bac, on a un bac international, on a une épreuve mathématique et c'était l'épreuve de 2024. Et la moyenne cette année-là, c'était, je sais pas moi, 12 sur 20. Bah, du coup, là, vous avez plus d'informations et vous pouvez faire un calcul simple. 11 divisé par 12, ça vous fait un indicateur normal. Vous donne un indicateur normalisé. Précis. Donc là, c'est ce qu'on fait pour le journal indicateur. Ça vous dit que, en gros, le journal a plus de citations que la moyenne dans cette catégorie. C'est une moyenne mondiale. Enfin, on a besoin de plus de texte. C'est quoi la discipline? C'est quoi l'année? C'est quoi la moyenne c'est quoi le classement du journal et ainsi de suite dans cette discipline. Ok. Donc ici, je compare. Ce qui est important, ce qui est important ici, c'est ça va être le changement qui est introduit en 2025. En 2025, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va exclure les citations vers et depuis les publications qui ont été rétractées. Donc ça, ce qu'on va faire, donc on va avoir une nouvelle formule pour le Journal Impact Factor. Ok. Donc là, c'est le changement qui a été introduit cette année. Avant de parler de ce changement, quelques statistiques. Donc on a plus de 22 000 journaux maintenant qui ont un facteur d'impact ou qui sont dans le Journal Citation Reports. Donc on a par exemple 20 revues qui ont vu leur Journal Impact Factor supprimé. Bon, j'ai une faute de frappe ici. Revue en sciences 14 000, 7 000 en sciences sociales, 3 000 en sciences artistiques, sciences humaines, 600 titres, 600 journaux, plus de 600, 618, qui ont eu leur premier facteur d'impact. Ce qu'on fait cette année, c'est que la formule est similaire, mais c'est qu'à partir de cette année, on va soustraire les citations qui proviennent de publications rétractées, retirées, rétractation et retrait d'articles. Et on va aussi retirer les citations vers les publications qui ont été rétractées parmi ces publications. Je prends un journal ABC, il a 1000 publications sur ces 2 ans, par exemple. Okay. Parmi ces 1000 publications, il se trouve que ce journal a publié des papiers qui ont ensuite été retirés. Ces publications-là, elles ont peut-être eu potentiellement du temps, assez de temps pour être citées. Ces citations qui sont reçues par le journal, pour ces publications qui ont été retirées, on va les enlever du numérateur. Okay. Donc ça, c'est les citations de 2024 aux publications, ces publications qui ont été retirées. Mais on va aussi retirer les citations qui proviennent de publications qui ont été retirées. Je m'explique. J'ai un article qui est publié en 2022. Okay. Cet article, il se trouve qu'il a été cité par un article d'un autre journal, ou même du même journal, mais cette publication, ensuite, elle a été retirée. Donc, j'ai 10 citations, mais il y en a parmi les 10, une qui provient d'un article qui a été retiré. Donc, on va aussi la déduire. Donc, on enlève les citations qui proviennent des publications retirées, et on enlève aussi les citations vers les publications qui ont été rétractées. Je vais vous donner un exemple. Alors, par exemple, ce journal, 4810 citations, mais il y en avait 4 donc, qui provenaient ou qui étaient des citations vers des publications rétractées. Donc, on fait 4806 moins 2, entre parenthèses, donc 2 plus 2, 4. Donc, on passe de 4810 à 4806 citations. Donc, ça réduit le numérateur. Et le facteur d'impact, dans ce cas-là, il passe de 4.7 à 4.7. Pas de changement dramatique, parce qu'on a on n'a qu'une seule décimale. Okay. Le nombre ici, le dénominateur, il ne change pas. Donc on va quand même compter toutes les publications, articles, ce qu'on appelle citable items, les publications citables, les articles et les reviews, c'est-à-dire synthèse de littérature. Là, on a un autre exemple qui a reçu un journal qui a reçu moins de citations que le précédent. Il avait 10 citations, mais il y en a 2. Donc, une citation de publication rétractée aux articles de revue
et une citation d'une publication de 2024 vers un article de revue rétracté. D'accord? Donc on prend les deux sens. Les citations qui proviennent de rétractations et les citations vers des rétractations. Donc on fait 10 divisé par 10, ça c'était le facteur d'impact, avant c'était 1, mais là c'est plus 10, c'est 8. 8 divisé par 10, on arrive à un facteur d'impact de 0,8. Au niveau de l'intégration des données, c'est le dernier point que je voulais mentionner, les données du Journal Citation Reports, dont le facteur d'impact, Journal Citation Indicator, vous les trouvez dans d'autres plateformes, dans le Web of Science. Je vais vous montrer très rapidement, c'est très simple. Ici, si je fais une recherche, peu importe la recherche, je prends celle-là, peu importe, c'était une recherche que j'avais faite hier. Voilà, ici je vais zoomer. Si je prends ce journal, BMC Women's Health, journal indexé, on trouve le facteur d'impact. Donc là, je suis dans le Web of Science et Journal Citation Indicator. La même chose dans la plateforme ProQuest, pour ceux d'entre vous qui utilisent ProQuest, et pour les bibliothécaires qui utilisent Alma, on a aussi les données du JCR dans Alma. Pour ceux d'entre vous qui sont aussi intéressés pour manipuler les données directement via une API avec des scripts, c'est aussi possible. On peut récupérer les données et faire une intégration directement dans vos systèmes sans passer par l'interface web du Journal Citation Reports. Ok. Donc pour résumer, l'objectif c'est de trouver les revues les mieux adaptées, assurer que les connexions bibliothèques soutiennent une recherche enseignement rigoureux et avoir la transparence au niveau des données. Alors j'ai vu qu'il y a quelques questions dans le chat. Voilà, et aussi en termes d'évaluation, l'objectif c'est d'effectuer une recherche, évaluation de la recherche beaucoup plus responsable. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je vais commencer par le chat. Ok. Alors, une question de Louis. À partir de quand des autocitations, le niveau de citation est jugé excessive? Alors, ce qu'on constate, c'est à peu près 15-20%. À partir au-delà de 20%, ça commence à être douteux. Je vais vous montrer des exemples de journaux qui ont été retirés. On l'a d'ailleurs ici. Il me semble que c'est mentionné dans le processus de sélection de Clarivate. Bon, parfait, on a une quinzaine de minutes, donc on a pas mal de temps pour discuter. Et je vous montrerai bien sûr le Journal Citation Reports. Pour les journaux, donc on a ces 28 critères d'évaluation, 24 relatifs à la qualité et 4 relatifs à l'impact. Et si je descends, je vous invite à visionner cet enregistrement, il explique en détail le processus. Il me semble que c'est mentionné ici de mémoire. Mais oui, on considère qu'au-delà de 20%, ça commence à être douteux. Et je vais vous montrer des exemples où le taux de citation était incroyable. Alors ça, c'est quelque chose de public. On a ce qu'on appelle les suppressed titles, donc les titres qui ont été retirés. Parce que il y avait un taux de citation élevé. Et on a ici ce que je vous ai mentionné tout à l'heure. Donc là, on a un pourcentage d'autocitation dans le numérateur qui correspond à 75%. C'est énorme. 75% des citations proviennent du journal lui-même. Donc quand on regarde, on est à plus de 50%. Pour rester dans une bonne zone, j'ai envie de dire 20, 15, 20, 25%, ça reste, c'est normal, c'est quelque chose qu'on constate. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de mal en termes d'autocitation. C'est quand ça devient excessif comme ça, là. Je vais vous donner un exemple. 92%, c'est énorme.
Voilà, donc voilà. Stacking, c'est quand il y a un groupe, les citations proviennent d'un petit groupe de journaux. Ok. Ok. Alors, il y a une question un peu plus personnelle. Quelqu'un me demande, j'aimerais publier un article qui traite un sujet de droit international et relations internationales. Pouvez-vous me recommander des revues scientifiques où je peux le faire, sachant que l'article sera en langue française? Je suis doctorante en droit public et études politiques. Alors, j'ai écrit un guide complet, c'est pas l'objectif de la session aujourd'hui, et d'ailleurs, euh, j'avais ce guide quelque part, je vais vous partager dans un instant. Je vais regarder les autres questions. Ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire aussi, alors, quand on publie en français, on a moins de journaux, ça, faut en être conscient. Par exemple, alors c'était quoi le sujet? Droit international, relations internationales. Bon, je vais faire une recherche très rapide, il faudra être plus précis. International law, ok, and relations, ok. Donc là, ce que je vais faire, je vais publier, vous m'avez dit un article. Alors, je vais regarder là où les articles sont publiés. Je vais regarder les articles de 2025 sur les dernières années, 24 et 23. Vous m'avez dit en français, donc je vais mettre un filtre en français. Il n'y en a pas beaucoup, hein, 5. Voilà, et je vais regarder où est-ce que ces articles ont été publiés. Bah, Historia, Cahier de droit, Études internationales, Canadian Yearbook of International Law, Therapy. Voilà, donc bon, celle-là, je trouve que c'est un bon journal. Études internationales, et on a un facteur d'impact très petit, hein, avant-dernier dans sa discipline. On a une catégorie qui s'appelle International Relations. Donc voilà comment moi je ferai. J'ai fait une recherche rapide sur un mot-clé, j'ai mis le type de document qui m'intéresse, les années récentes. J'ai pas envie de voir les journaux qui ont été enlevés de la base. Bon, en français, pas beaucoup de publications. Oui, Sylvie, désolé pour les problèmes de son. J'espère que ça n'a pas impacté tout le monde. Dans tous les cas, j'enverrai le lien vers l'enregistrement. Une autre question de Sylvie. Les publications sont toujours des articles concernant le facteur d'impact? Non, non, pas du tout. Euh, Sur le nombre de citations, on prend toutes les citations. Pour les dénominateurs, on compte ce qu'on appelle citable items, c'est-à-dire articles and reviews, les articles et les articles de synthèse de littérature. Alors, une question de Nada qui demande, je vous en prie, oui, quelle est la différence entre les deux indicateurs, site score et impact factor? Et si on a deux valeurs distinctes, sur quel indice on doit baser pour trancher? Alors moi, je ne tranche pas sur ces indicateurs, déjà. Ces indicateurs me donnent une pour prendre des décisions. Encore une fois, je n'ai pas parler de profil que d'un seul indicateur. C'est deux indicateurs différents dans le sens où le facteur d'impact est calculé sur la base de données Web of Science Score Collection. La formule est différente du site score. Et les données sont différentes. Site score va utiliser une autre base de données qui est différente et le calcul est différent. D'accord? Donc voilà, ces deux indicateurs qui sont calculés différemment. Peut-on avoir le lien vers cette page? Alors, je ne sais pas de quelle page, alors Sylvie, de quelle page s'agit-il? J'ai mis dans le chat le lien vers le guide que j'ai mentionné tout à l'heure. Alors, une question de Reda, y a-t-il du nouveau sur l'impact factor lorsqu'un journal publié 50 papiers en 2 ans qui seront cités 100 fois, alors qu'un autre journal publie 100 articles qui ont été cités 200 fois? Est-il raisonnable que les facteurs soient les mêmes? Alors, une bonne question, et c'est pour ça qu'on parle de profil. Et c'est très important quand on. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. C'est un journal en mathématiques qui a eu son facteur d'impact la première fois en 2014.
Alors, c'est des maths, on leur explique pas, c'est une moyenne. Je vais vous montrer la liste des journaux. De mémoire, on a, il me semble qu'il s'appelle Acta Numerica. Je vais regarder le profil ici. Et c'est un bon... voilà. Acta Numerica, toujours premier. Et facteur d'impact, 11.3. On se dit, ah, en maths, c'est énorme. Hein. 11.3, parce que vous voyez, ça descend très vite. 6.7, 5.3, 4, et ainsi de suite. Et si on regarde, c'est pour ça que je parle de profil. Quand on regarde ce journal, c'est un journal qui publie un seul numéro par an. Alors, il publie pas beaucoup. Premier facteur d'impact 2014. Et le facteur d'impact est de 11. On se dit, ben 11, c'est énorme. Il est vraiment dans le top, hein, vous voyez. Il est dans le percentile le plus élevé. Quand on calcule, ben, il publie pas beaucoup d'articles. 5 et 7, ça fait 12. Article and reviews. Hein. Mais ben, quand on divise 135 divisé par 12, ça fait 11. Alors que si on prend un autre journal, on va regarder celui-ci, qui a l'air de publier un peu plus, vu le nombre de citations. Voilà, donc il publie 6 numéros par an, donc un numéro tous les 2 mois. Et on regarde le calcul, voilà, donc on a plus de publications. 293 divisé par 55, 5,3. C'est pour ça que je parle de profil. Est-il raisonnable que les impact factors soient les mêmes? C'est une moyenne, donc c'est possible, c'est raisonnable, et c'est pour ça qu'il faut aller au-delà. La réponse à la question de Reda, c'est pour ça qu'il faut aller au-delà du facteur d'impact. C'est exactement ce que je viens de faire. Fréquence de publication, le nombre de publications, et ainsi de suite. Alors, Pierre qui demande, est-ce qu'on peut avoir le lien pour réviser vos différents webinaires? Oui, je vous enverrai un lien vers mes anciens webinaires. J'étais dans le guide ici. J'ai cherché Suppressions. C'est une page publique, hein, d'ailleurs. Même si vous n'avez pas accès aux Journal Citation Reports. Voilà. Alors, je pense avoir fait le tour dans le chat. Il y a 2 questions dans la section Q&A. Est-ce que vous pouvez nous remontrer la différence entre le vrai Science Direct et le piraté? Oui, bon, il est je l'ai posté dans mon LinkedIn. Hijacked Journal. Il est là. Je vous envoie le lien dans le chat. Je vous le mets dans le chat, comme ça vous pouvez voir. Ouais, on a Science Direct avec un S et Science Direct. Voilà, donc ça c'est le piraté. Et ça c'est la version, la bonne version. Ok. Une autre question alors de Mansour Abdel-Jabbar, il me semble, de mémoire. Est-ce que le calcul Journal Impact Factor considère les articles retirés des dernières années ou peut s'étaler jusqu'à avant? Oui, très bonne question. Il me semble que je vais vous montrer. Je regardais un journal il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours. C'est un journal qui existe depuis un petit moment et, d'ailleurs il a été mis en hold. Voilà le facteur d'impact. OK. Donc, on divise le nombre de citations par le nombre de ce qu'on appelle citable items, articles and reviews. Mais la nature du facteur d'impact, on prend, en 2025, on a publié les données de 2024 qui prennent en compte les données de 2022 et 2023. Ça, la formule ne change pas. Dans le Journal Citation Reports, vous allez voir que ici, il y a les citations qui viennent des rétractations et les citations vers les rétractations. Les citations de rétractation. Donc ici, vous allez avoir une icône qui dit
qu'à partir de 2025, les citations to and from, les citations vers les citations qui proviennent de rétractation et les citations de rétractation, dans les deux sens, sont exclues. Elles sont exclues du calcul. D'accord? Donc là, on voit cette icône ici, et je vais vous montrer un exemple. Alors, il y a plein de citations pour celui-ci. Et en fait, ce qui se passe, c'est que au lieu, si je descends, alors un petit peu de patience, j'avais pris un exemple. Donc, on pourrait toutes les voir ici. On va les voir dans le Web of Science. Comme ça va être clair. Et en gros, c'est-à-dire que ce journal, il a un article qui a été cité un certain nombre de fois, mais ce nombre de citations, il sera compté comme 0 dans le calcul du facteur d'impact. J'espère que ça fait sens, que c'est clair pour tout le monde. Donc, ce qu'on fait ici, voilà. Donc là, ok, je vous explique rapidement. Ici, on a les 2505 publications qui ont été prises en compte pour le calcul du Journal Impact Factor. D'accord? Je les retrouve dans le Web of Science. Mais dans ces publications-là, vous voyez qu'il y a des publications qui ont été rétractées. Okay? Ces publications ont reçu des citations. Mais comme c'est une publication qui a été rétractée, dans le calcul du facteur d'impact, le 34 devient 0. On va déduire les citations reçues par ces publications du Journal of Intelligence and Fuzzy Systems, comme c'est des publications problématiques qui ont eu le temps d'avoir des citations, dans le calcul du facteur d'impact, à partir de cette année uniquement, on prend en compte que cette publication, on va la compter dans le dénominateur, mais dans le numérateur, au lieu de compter 2, on va compter 0. Okay. Alors, une autre question, est-ce que les publications dans les journaux affiliés émises sont comptées au doctorat? Ça, c'est pour le cas du Maroc. On sort un petit peu du sujet ici. Il faudrait demander à l'IMIST, CNRST. Et il faudrait lire, en vérité, au sein de votre université, vous devez avoir, au centre d'études doctorales, vous devez avoir une charte des doctorants. Et ils prennent en compte certaines bases de données, par exemple Web of Science, Scopus, etc. Qu'est-ce qu'on prend en compte quand on dit qu'une publication, un journal est indexé? Est-ce qu'il y a possibilité de ne pas retirer un article qui cite un qui est déjà supprimé, car des résultats ne sont pas reposés sur celui supprimé? On demande juste aux auteurs de supprimer cet article de la bibliographie. Alors, non, le Clarivate Web of Science, nous, ce qu'on prend en compte, c'est ce que le journal nous donne. Ce que vous êtes en train de dire, donc ça, c'est une question intéressante. Ça devrait avoir lieu normalement lors du processus de publication. Donc, l'éditeur ou l'examinateur, le comité de lecture, il pourrait tirer sonnette d'alarme en disant attention, dans votre manuscrit, vous avez cité une publication qui est depuis été retirée. Mais nous, on n'a pas la main là-dessus. Nous, on prend le produit final qui est le journal, c'est-à-dire ce qui a été publié par le journal. Ce qui s'est passé pendant le processus de publication, c'est les éditeurs en chef et le comité de lecture qui ont leur responsabilité sur ces sujets. Une bonne question de Anne. L'affichage de ces citations retirées sera-t-il modifié? Alors, ici, vous l'avez. Par exemple, on va vous dire, attention, ces citations qui proviennent de ce journal, il y en a 115 qui posent problème. Dans Citable Items, je vais vous montrer, je sais qu'on a dépassé le temps initialement imparti au webinaire, et je vais vous montrer, on va clôturer sur ça. Et d'ailleurs, je l'ai mentionné à notre équipe produit pour que dans le calcul ici, vous voyez aussi le nombre de citations qui ont été déduites ou retirées du numérateur. Alors, je vais vous montrer juste un instant. Alors, comme il y a pas mal de publications, j'ai que cet exemple en tête. Peu de patience. On va arriver à un moment où ça sera des zéros. Et
au niveau des zéros, vous allez avoir le point d'exclamation qui vous dit en gros cette publication a des citations, mais comme c'est une publication qui a été retirée, voilà, j'en ai un ici. Ici, là, je vais vous montrer. Donc, c'est un article, vous voyez ici, qui a été retiré, ou rétracté. Je vais le faire dans le Web of Science. Et je vais faire une recherche rapide sur le titre. Voilà. Donc, bon, il se trouve que celle-là n'a pas été citée, donc je vais en prendre une autre. J'en ai vu une autre. Peut-être celle-là. Je vais vous montrer. Non plus, celle-là n'a pas eu le temps d'être citée, donc il n'y a pas d'impact. Voilà. Donc là, cette publication, elle a reçu une citation. Je vais regarder celle-là. Je vais en prendre une autre qui avait reçu plus de citations. J'en avais trouvé une qui avait eu le temps d'avoir 3 ou 4 citations. Non plus. Vous me laissez un instant parce que j'ai un exemple que j'avais partagé avec des collègues. Juste un instant. Je suis en train de regarder. Ok. Alors, je vais vous montrer un exemple qui est le suivant. Ok. Alors, cette publication, par exemple, qui s'appelle voilà, je l'avais déjà cherché il n'y a pas longtemps. Ok. Elle a été citée 4 fois. Elle provient bien du journal en question, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems. C'est une publication de 2022 qui devrait être prise en compte. Elle est prise en compte dans le dénominateur, d'accord? Ça reste un article. Mais ces 4 citations-là, ok, bah, sont comptées comme 0 dans le calcul des citations. Alors, je ne sais pas si je la retrouve. Je peux la retrouver ici. Ouais, bon, je ne l'ai pas ici. Mais elle fait partie, bon, elle fait partie de ce journal, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems. Voilà, donc c'est une publication qui date de 2022, qui a été ensuite retirée. Et bien qu'il y ait 4 citations qui ont été reçues par ce journal, à partir de 2025, on exclut ces 4 citations. Donc cet article est compté comme étant un article qui contribue avec 0 citation. Okay. Oui, bonne question. Pourquoi est-ce qu'on garde ces articles dans le dénominateur alors qu'ils sont rétractés? Ben, parce que si on ne garde pas les articles, la formule change complètement et potentiellement l'impact, le facteur d'impact du journal reste inchangé. Que si on enlève on enlève en même temps la même fraction. C'est comme si je vous dis, par exemple, je vais aller dans l'extrême, hein, mais on fait un calcul, on a 75 sur 100, d'accord? On enlève des citations et du numérateur, on enlève tellement qu'on arrive à 3 et on enlève tellement du dénominateur qu'on arrive à 4. Bah, on arrive au même facteur d'impact, alors que c'est 3 sur 4 et l'autre c'était 75 sur 100. Okay, ce qu'on enlève, c'est que dans le facteur d'impact, comment c'est calculé, c'est un indicateur d'impact, c'est-à-dire qu'on va calculer l'influence. La vraie influence, c'est le vrai nombre de citations, le vrai nombre, le nombre intègre, j'ai envie de dire, de citations, c'est le numérateur. Là, on compte les vraies citations vers des vraies publications, pas des publications qui ont été rétractées, et mais les publications restent les mêmes. Le papier, il a quand même été publié dans le journal. Et d'ailleurs, on a communiqué sur ce sujet. Exclure
en fait, ce qu'on fait, c'est que le nombre de papiers reste le même dans le dénominateur. Ça réduit le risque d'inflation, en fait, qui est dû, l'inflation du facteur d'impact, qui est dû à des travaux frauduleux. En gros, c'est ça la logique, hein. C'est que euh, on veut essayer d'être le plus intègre et on reste transparent aussi sur le calcul du facteur d'impact. On va garder la publication qui a été rétractée, mais pour éviter d'avoir une inflation, une augmentation sur du facteur d'impact, on va déduire que les citations. Une autre question, est-ce qu'un score de 0,65 est bon? Alors, je vais vous montrer rapidement dans le Journal Impact Factor. On a d'ailleurs sur la plateforme ici. Ici, vous allez avoir un guide, le guide complet sur le facteur d'impact, sur le Journal Satisfaction Indicator, comparer le GIF et le GCI. On a des vidéos. J'ai envie de vous dire la distribution des citations si c'est important. Et des webinaires sur l'essentiel du Journal Satisfaction Report. L'objectif ici, c'était de vous parler de ce changement important de 2025. Si vous avez besoin d'une formation sur le Journal Satisfaction Reports, bien sûr, on peut organiser ça sur une démonstration, une formation produit. Je peux vous mettre ici. Donc, vous avez un webinaire complet d'une heure sur ce sujet. La question, c'est est-ce que 0,65 c'est bon? C'est ce que je mentionnais tout à l'heure. Ce qu'il faut faire, c'est avoir plus d'informations. Donc là, on parle d'intelligence artificielle. Facteur d'impact de 1, bah là, tout de suite, je vois que c'est dans le premier 25%, donc c'est dans le Q4. C'est un journal potentiellement Q4 ici. Le facteur d'impact a baissé sur les dernières années. Mais ce qui est intéressant, c'est le classement. Parce que selon le domaine, 0,65, bah, ça peut être ici, là, ce journal me dit qu'à partir du facteur d'impact, il est classé 176e sur 204. OK. Donc, encore une fois, essayez toujours de mettre les choses dans le contexte et pas, voilà, 0,65, je ne sais pas, c'est quoi le domaine, c'est quoi la discipline. Il faudrait regarder avec des journaux similaires dans le même domaine. Alors, une autre question de Reda qui demande, y a-t-il du nouveau dans le Web of Science pour les auteurs qui publient des articles en une semaine et les auteurs à H-index ou indice H très élevé qui peuvent influencer la citation, donc les papiers qui portent leur nom sont acceptés presque automatiquement. Alors, ça dépend des journaux parce que des fois les examinateurs n'ont pas l'identité des auteurs. C'est ce qu'on appelle le double blind. L'examinateur ne connaît pas l'auteur et l'auteur ne connaît pas l'examinateur. Donc au niveau des noms, ça dépend des journaux. Et après en termes de production, généralement dans un domaine ou même dans un pays, ces auteurs-là, on les connaît. Des auteurs hyper prolifiques, hyper productifs, qui publient un papier tous les 5 jours. Après, bon, bah, c'est j'ai envie de dire, une mauvaise réputation qui sont en train de se construire, tout simplement. En train de se faire. Ok. Alors, une autre précision pour la question précédente. En économie et gestion, c'est pas du tout mon domaine, donc je vais regarder rapidement. Alors, on a plein d'économies, Economics and Business. Je vais prendre Economics. On a 617 journaux. Et vous voyez, le facteur d'impact, il passe de 14,2 et il descend très rapidement. Si je vais à la dernière page, ou peut-être avant-dernière. Voilà, donc je pourrais mettre un filtre ici d'ailleurs. Ici, le Journal Impact Factor Range. On va mettre 0,6 et 0,7. 0,7. Oups, 0,7. Apply. OK. Si je prends celle-ci, peu importe, hein. Ben, 0,7,
ça vous met dans le troisième quartile, 460 sur 617 à peu près. Ok. Donc c'est cet exercice-là qu'il faut faire. 0,65 dans d'autres domaines, c'est très faible. Dans d'autres domaines, c'est dans la moyenne, et ainsi de suite. Ok, donc je pense que c'est un bon point pour clôturer la session d'aujourd'hui. On parle de profil, toujours utiliser les indicateurs dans leur contexte et ne pas émettre de conclusions comme ça rapides juste sur un indicateur. Euh, Ça sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre participation, les questions, les commentaires. N'hésitez pas à répondre à mes emails. Je vous enverrai très rapidement votre attestation et j'enverrai le lien vers l'enregistrement et la présentation à tous les inscrits. Donc vous aurez mes coordonnées. Si vous avez besoin de plus de précisions, n'hésitez pas à me contacter. Merci encore. À très bientôt et courage.